I've been knocking at the door to your heart like coco, expose you to new things that you don't know and separate you from the enemy's chokehold. Yes, cause it no matter where you come from. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode 4 du CO Podcast. Et aujourd'hui, on se retrouve avec... Alors, je m'appelle Loretta et je suis fleuriste. Ok, et comment ça va déjà? Comment ça va ta journée, ta semaine? Ça va, un peu fatiguée. Ok. Je reviens de Rungis. Ok, J'ai été à 5h du matin. c'est tôt. C'est tôt. Donc, mon quotidien, il est un peu fatigant, mais là, ça va, tranquille. Avant Je suis de, contente. avant de parler de ton parcours de fleuriste, on va commencer à la genèse de tout ça. Donc, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours scolaire? Mon parcours scolaire. Ouais. Parcours scolaire, il a été un peu périlleux parce que je suis pas du tout scolaire comme personne. Donc, j'ai eu pas mal de mal. J'ai décroché complètement au collège où j'ai fait une phobie scolaire due à du harcèlement et aussi parce que juste j'étais pas scolaire et que du coup les notes et la hiérarchie des professeurs, etc., c'était quelque chose qui me dérangeait énormément et que j'arrivais pas à supporter. Et donc j'ai dû quitter mon collège. J'ai été déscolarisée pendant genre 6 mois et j'ai repris, j'ai été réscolarisée dans un autre collège genre 2 mois avant la fin du... Mais c'était ta volonté d'être scolarisée ou tu t'en fichais déjà à cette période? C'était plus histoire de... Enfin, parce que de toute façon, j'étais obligée de... C'était obligatoire. J'avais pas encore 16 ans. Donc, l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans. Donc, de toute façon, j'étais censée retourner à l'école. Et c'est aussi une question de être comme tout le monde et d'avoir un rythme. Ok. Là, je me sentais un peu déphasée et il fallait que je replonge dans quelque chose d'un peu sérieux, quoi. Ok. Et du coup, ça a duré 2 mois où j'ai juste pu passer mon brevet. Et ensuite, j'ai fait 1 an dans un lycée traditionnel. Pareil, c'était hyper compliqué pour moi. Et du coup, j'ai fait ma première et ma terminale dans un lycée un peu spécial qui s'appelle le lycée autogéré de Paris. Moi d'abord, j'ai une question. Est-ce que à l'époque où tu as fait ta phobie scolaire, Ouais. tu savais que c'était une phobie scolaire? Enfin, est-ce que tout de suite on t'a dit le mot ou c'est des années après que t'as appelé, enfin vu que le terme maintenant est un peu plus généralisé, Ouais. t'as pu appeler ça une phobie scolaire? Non, moi, on me l'a diagnostiqué direct. Ok. J'ai eu de la chance qu'on puisse poser un mot sur ce que j'avais directement parce que c'est assez dur quand on sait pas ce que t'as et ouais. C'était quoi les poser des symptômes? mots. En fait, c'est juste que j'étais dans l'incapacité totale d'y aller. En fait, j'étais hyper angoissée. Je suis quelqu'un de très angoissé de base. Et du coup, en fait, je le ressens comme... je faisais des crises d'angoisse, en fait. Il fallait que j'aille devant un collège. Quand j'allais à un contrôle. Quand j'étais devant une page et que je devais remplir des exercices ou je sais pas, en fait ça me paniquait complètement alors que j'en étais totalement capable. Mais juste, c'était impossible pour moi, c'était quelque chose que je contrôlais pas. Et cette phobie, elle est revenue au lycée? Ouais. Donc ça veut dire que là t'as fait seconde. Tu m'as dit en lycée. J'ai fait seconde en classique. lycée traditionnel comme on dit et ouais non c'est juste quelque chose, c'était une angoisse que j'arrivais plus à maîtriser. Mais je me sentais pas épanouie dans ce que je faisais. Et en fait, je me demandais vraiment ce que je faisais là, quoi. Ok. Je Mais t'as trouvais eu pas ton de bac? sens. Moi, j'ai eu mon bac. Ok, comment t'as fait pour persévérer jusqu'au bac alors que... Enfin moi personnellement, je trouve que le lycée c'est encore plus angoissant que le collège. Ouais. Donc comment t'as fait pour persévérer jusqu'au bac? Du coup, je suis entrée dans le lycée autogéré de Paris, qui est un lycée alternatif, où en gros, du coup, comme on l'entend, c'est un lycée qui est autogéré par les élèves et par les professeurs. Il n'y a pas de proviseur, de CPE ou quoi que ce soit. Ok. Et du coup, t'as des AG toutes les semaines pour qu'on décide ensemble. Pour qu'on prenne les décisions tous ensemble du lycée. T'avais des préjugés avant d'aller dans ce lycée ou pas? Non, mais j'en ai maintenant. C'est quoi les préjugés que t'as maintenant? Je le dis franchement. Ouais, vrai. Non, en fait, c'est plus... En fait, là, quand j'y suis entrée, j'étais vraiment... c'était une utopie incroyable pour moi, tu vois. C'était vraiment... Ta bouée de secours, genre.
Ta boîte de sauvetage. Déjà, c'était une bouée de sauvetage incroyable. Et en plus, je me disais, ils ont tout compris. Ok. C'est vraiment... Enfin, c'est le truc qui va me sauver. Et genre, on n'a jamais inventé quelque chose d'aussi bien pour des élèves, quoi. Ok. Parce que en gros, t'es comme à la fac, c'est une libre fréquentation, donc tu viens quand tu veux. Ok. Si t'es pas là pendant 6 mois, personne ne va te dire quoi que ce soit. Ok. Voilà. Ouais. Tu tutoies tous tes professeurs. Il n'y a pas de hiérarchie. Donc la voix d'un professeur est égale à la voix d'un élève. Ok. Aucune hiérarchie, ce qui était pour moi en tout cas hyper important à ce moment-là. T'as pas de notes. T'es évalué sur ce que tu as compris. Et c'est par UV, c'est un autre type de notation, mais en tout cas, t'as pas le truc stressant des notes que tu reçois et t'as pas la comparaison avec les autres élèves. Mais quand tu l'expliques comme ça, on dirait que c'est toujours aussi utopique. Donc, ce serait quoi les préjugés de maintenant? C'est pas des préjugés, hein, ça, c'est juste que c'est des trucs... que Avec moi, le j'ai recul, vécu, genre? avec le recul. Du coup, moi, j'ai passé 2 ans et en fait, il y a plein de trucs qui fonctionnent pas et c'est normal. Enfin, c'est une nouvelle... Méthode. C'est une nouvelle méthode, on expérimente et du coup c'est normal qu'il y ait des choses qui fonctionnent et d'autres qui ne fonctionnent pas. C'est aussi beaucoup en fonction des élèves. Il y a des élèves qui sont totalement responsables d'eux-mêmes et du coup qui peuvent très bien se dire en fait là j'ai un projet, c'est le bac et pour réussir le bac il faut que j'aille en cours numérique. Ouais. Il y en a d'autres qui sont et puis t'en as d'autres qui sont juste en mode je suis pas obligée d'y aller donc j'y vais pas, tu vois. Okay. Donc t'as vraiment le truc de il faut savoir se prendre en main et être responsable, ce qui n'est pas donné à tous les élèves de 16 ans, tu vois, de 15 à 18 ans. Surtout c'est la période où tu te cherches et tout. C'est ça, si on donne autant de liberté, en soi, c'est possible que ça ne fonctionne pas pour toi. Ok. Mais le bac, c'est la même épreuve pour tout le monde. C'est les bacs nationaux. Ouais. Ça veut dire que c'est la même épreuve pour tout le monde. Ouais. Donc quoi qu'il arrive, si t'es pas venu pendant 6 mois, c'est ton dos. C'est ton problème. C'est ton problème. Ok. Et donc, tu as eu un bac? T'as eu un bac quoi? J'ai eu un bac L. Ok. C'était celui que tu voulais? C'était celui que je voulais. Ok. Donc après, t'as fait quoi comme études? J'ai fait... J'ai pas fait d'études après. Ok, donc t'as ok. L'école, c'était fini. Non, moi, je suis pas scolaire, donc j'ai pas... Oui, mais tu t'es pas forcée à aller... J'ai toujours eu le truc de cette pression qu'on me mettait à partir de 15 ans, où on me demandait absolument... Tu veux faire quoi plus tard? Tu veux faire quoi plus tard? Tu veux faire quoi plus tard? J'ai 15 ans, j'en sais absolument rien. Juste laissez-moi le temps. Et du coup, après le lycée, du coup, après le bac, je me suis dit qu'il fallait que je fasse 1 an où je faisais quelque chose du coup dans lequel je pouvais m'épanouir complètement parce que pour le coup, je ne m'étais jamais sentie épanouie dans ce que je faisais. Et je suis partie en Espagne. Je suis partie en Espagne, à Barcelone. T'es partie à quel âge du coup? 18 ans. Ok. Avec tes parents, ça va, c'est bien passé? Quand t'es partie en Espagne? J'ai pas laissé le choix à ma mère, okay. En fait. Elle m'en a beaucoup vu d'ailleurs, on en a reparlé plus tard. Mais ouais, je lui ai pas laissé le choix et c'était grave important pour moi de partir pour découvrir de nouvelles choses et pour me nourrir un peu. Et, tu parlais déjà espagnol? Je parlais pas espagnol et du coup j'avais besoin d'apprendre parce que ma famille est cubaine et que j'ai la famille du côté de mon père, j'ai pas de lien avec mon père, donc très compliqué d'apprendre l'espagnol et d'apprendre seul. Et il y avait un côté un peu toujours dans la recherche, la quête de soi, je sais pas, en tant que personne métisse en tout cas. Après, c'est un truc sur lequel je travaille beaucoup en ce moment. On travaille sur un documentaire avec mon copine, je t'en parlerai peut-être, sur le métissage, où du coup, une quête d'identité plus grande encore la quête d'identité de appartenir à quelque chose. Tu vois. Ce qui est assez compliqué pour les personnes métisses parce qu'elles n'appartiennent à rien. Ou à 2 cultures très distinctes et du coup c'est compliqué de il y a l'aspect du rejet des deux côtés et tout. Et du coup moi je connaissais pas l'autre partie, je connaissais la partie française mais je connaissais pas la partie cubaine, j'avais besoin de comprendre et pour comprendre le minimum c'était de pouvoir communiquer avec eux. Donc parler espagnol. Donc je suis partie en Espagne parce que c'est le moins loin possible de la France et parce que j'aime beaucoup Barcelone et voilà. Ok, du coup t'es resté combien de temps en Espagne tu m'as dit? Je suis restée 2 ans.
Non, j'étais censée rester 1 an, je suis restée 3 ans. Ah, oui, t'es resté super longtemps. Et du coup, pendant 3 ans, est-ce que t'as directement travaillé dans le domaine dans lequel tu travailles Pas aujourd'hui? du tout. Mais t'as pu te découvrir. Qu'est-ce que ça t'a apporté Ça m'a d'Espagne? apporté tellement de choses. Ça m'a fait grandir. Ça m'a... Enfin, Par exemple, un truc que t'étais ou que tu n'étais pas en France, mais qu'après l'Espagne, maintenant tu es. Une qualité. la je sais pas. tolérance. Ok. T'étais intolérante. Bah, je sais pas, je suis parisienne, je suis hautaine. Figure vibes. Ouais, de ouf. Puis juste, genre, j'ai passé 3 ans à Barcelone, ça va mieux, quoi. Ok. Bah, après, il y a C'est un très tellement bon point. plus de choses, tu vois. Oui. Mais juste... Enfin... Ok. Ouais, ça m'a aidé sur plein de trucs de ma personnalité qui font que, bah, maintenant, ouais, je suis plus tolérante, je suis plus tranquille, je suis plus avenante avec les gens aussi. Et ça t'a fait oublier un peu cet aspect scolaire, phobie, etc. Que là, du coup, t'as tout coupé. Bah, j'ai tout coupé. Là, j'ai travaillé directement. Ok. J'ai travaillé... d'abord, j'ai commencé dans des call centers, des centres d'appel, donc ça, c'était horrible. Ouais. Et ça, c'était vraiment... C'était le seul moyen pour les Français à Barcelone d'avoir des papiers, enfin, d'être régularisés le plus rapidement possible. Parce qu'ils t'embauchent en tant que Français. Tu parles français au boulot et voilà. Mais c'est pas ton objectif du voyage. C'est Donc, clairement bon. pas mon objectif. Ok. C'est robotique comme boulot, c'est horrible. Vraiment, je le souhaite à personne. Donc, si vous allez en Espagne, ne faites pas les call centers. Voilà. C'est en vrai obligé, mais pendant genre Mais 3 n'y mois, restez pas. 3 mois maximum. Ok. Voilà. Ensuite, c'était quoi Ensuite, j'ai rencontré un pote en call center. On a ouvert une friperie ensemble. Ok. Ce qui n'a aucun rapport. Ce qui n'a absolument aucun rapport. Moi, j'ai toujours beaucoup aimé chiner. Je suis très parisienne. Voilà. J'étais mon petit côté parisien. Lui, il avait envie d'ouvrir une boutique, d'ouvrir un commerce, et il avait les fonds. J'avais 18 ans, je n'avais absolument rien à mettre dedans. J'avais juste mes idées. Il a pris mes idées, il a fait la boutique et il m'a tège. La suite. Voilà. Donc, ça a duré... C'est une aventure qui a duré genre 3-4 mois, jusqu'à ce qu'en fait, il me fasse virer et qu'il continue sans moi. Il a appris ton travail. Il t'a dit, t'as des bonnes idées. Tu peux les écrire, s'il te plaît. Merci. Dégage. J'ai tout fait. Ok. Voilà. Bon, Heureusement, j'ai Oui. su après que son affaire, elle avait pas marché parce que du coup, c'était moi qui faisais tout. bah oui. Et comme je suis partie... How would do the malin fall in the river. Exactement. Voilà. Ok. Et après Ensuite, j'ai repris les call centers parce que c'était ce qui avait de plus facile. Sauf que j'ai trouvé un truc, une compagnie chouette avec des gens sympas et je me suis fait une bonne bande de potes et du coup, il y avait plus une bonne ambiance et j'ai fait en sorte de respecter mes limites, de pas faire, de me mettre à mi-temps parce que à plein temps, moi, ça me rendait folle. Ok. Donc, je me suis mis à mi-temps et à côté, du coup, j'ai commencé des études de maquillage. Donc, t'as un peu repris l'école. J'ai un peu repris l'école, mais c'était genre des petits cours, 3 heures par semaine. Donc, ça allait, tu vois. Ok. C'était vraiment chill. Voilà. Ok. Mais là, tu travailles toujours pas dans le maquillage, donc j'imagine qu'il y a eu quelque chose après. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, j'ai fait ça. Et ensuite, du coup, j'ai travaillé dans le maquillage, surtout dans le cinéma. Ok. Donc, je faisais des maquillages Réalisation et tout. Tu fais de maquillage d'horreur et tout? Bah ça, j'aime bien, mais je faisais pas ça. J'ai fait ça pendant un petit temps. Ok. Ça a été des expériences hyper chouettes. Parce que les ambiances de tournage, c'est prenant. Et Ça t'a pas stressé? Non, c'est pas trop bien. Juste, c'est génial. Ok. Et du coup, ça m'a motivée à me lancer dans des études de cinéma. Donc, t'as repris l'école. Donc, j'ai repris l'école. Et la phobie, elle est revenue ou pas? Oui. T'as repris l'école pendant combien de temps? Ça a duré, je crois que j'ai tenu 4 mois. Ok. Et comment est-ce que durant ces 4 mois, ça a directement été phobie? Ou de base, il y a Non. quand même cette... Au début, premier mois, j'étais assez contente parce que j'étais contente de ce que je faisais, de ce que j'apprenais. Mais très vite, en fait,
je me suis retrouvée du coup dans cette ambiance classe. Moi, j'avais 20 ans. J'avais des élèves du coup dans ma classe qui étaient beaucoup plus jeunes Des que petits moi. genoux. Petits genoux. Il y en avait aussi qui étaient plus grands, hein. Des petits vieillots. C'était juste que là, l'ambiance de la classe, Ouais. c'était too much pour moi. C'était trop classe. Ça faisait trop classe, trop clan. Je me retrouvais au collège, quoi. Ok. Tu vois l'ambiance. Ouais. C'est pas quelque chose qui me manquait, quoi. Non. J'avais pas envie de retrouver ça à l'âge de 20 ans. Parce que t'as quitté la tête de 14 ans, Si j'ai c'est pas quitté à 14 à ans. 20 ans que tu vas Voilà. retrouver la même ambiance. quoi. Je sais pas, je me suis dit qu'on est plus âgé, ça va le faire, mais en fait non, moi ça marche pas. Pareil pour les notes, etc. C'est un truc qui m'angoissait énormément. Après, bon, il y avait un peu la barrière de la langue aussi, parce que j'étais toujours en Espagne, sauf que j'étais à Barcelone et qu'à Barcelone on parle aussi catalan. Et mes cours étaient en catalan. Ça allait, mais ça a ajouté aussi un peu De stress supplémentaire. de stress, ouais. Ouais. Ok. Ouais, voilà. Donc, j'ai pas tenu. J'ai fait une grosse phase angoisse, phobie scolaire. Et je suis rentrée en France. Directement. Direct. Du coup, la question est comment as-tu affronté la déprime parisienne? Avec des antidépresseurs. Ah, c'est de mal en pire cette conversation. Cette conversation descend. Ok, mais est-ce que tu penses que ça a joué un rôle clé ou tu penses que tu aurais pu affronter ça d'une autre manière? Je sais pas, on parle de... Parce que c'est encore plus un truc de Parisien. Donc, ils sont pas Je très... pense que c'est un truc de génération aussi. Hein. Ah ouais, tu penses? Pourquoi? Ça doit être intéressant, ça. Pourquoi? On est une génération hyper anxieuse. Non, c'est pas... Oui. moi, avec le Covid, etc., j'ai l'impression que Ça on est une génération anxieuse. hyper anxieuse, Stressée. hyper stressée et avec un potentiel de dépression mais énorme, quoi. Parce que je pense qu'on est la génération... Tu sais, par exemple, nos parents, en vrai, on leur a jamais vraiment tant demandé ce qu'ils veulent faire. Non. C'est-à-dire qu'eux, ils travaillaient pour avoir un lieu où vivre. On Un cadre, on etc. leur a demandé ce qu'ils voulaient faire, mais en même temps, ils n'avaient pas trop le choix. Non, mais en fait, on leur a Ils avaient demandé moins de choix et c'était un dans la choix qu'ils limite devaient du faire. possible. Ouais. En gros, c'était pas en mode qu'est-ce que tu veux faire plus tard, c'était en mode ok, voici les options, Ouais. choisis. Choisis entre ça et tu fais ça tout le reste de ta vie. C'est ça. Alors que nous, on est vraiment la génération, il y a plein de métiers qui se sont créés et tout, ce qui fait qu'il y a cet effet changement, mais du coup, c'est cet effet où on se rend compte que quand on n'aime pas ce qu'on fait, vu qu'on sait qu'on peut changer ou pas, ou que du moins ça a déjà été possible de changer, du coup, stress, phobie. Je sais pas, mais moi j'ai plus l'impression que c'est... nos parents nous ont beaucoup rabâché, enfin toute la génération d'avant nous en tout cas, que on allait choisir un métier et le faire tout le long de notre vie, quoi, retraite. jusqu'à la retraite, parce que c'était comme ça qu'on fait les choses toujours. C'est ça, avoir un cadre stable. Ouais, exactement. Et j'ai l'impression qu'on est une génération justement qui n'a pas du tout envie de se fondre dans... De se contenter en tout cas. de se contenter de ça. Ouais. On est une génération qui a envie de faire plein de choses parce qu'il y a plein de choses qui s'offrent à nous. Et quitte à faire 1, 2, 3, 4 boulots dans une même vie, juste de se sentir épanoui de ce qu'on fait. En fait, c'est juste de se sentir heureux dans le travail qu'on est en train de faire et pas que ce soit juste un revenu, un truc, tu vois, un travail, comment on dit, Comme un autre. Juste un gagne-pain. un gagne-pain. Et est-ce que du coup, tu te sens heureuse aujourd'hui dans ce que tu fais? Ouais, grave. Ok, donc maintenant on va passer de cette période un peu parisienne, dépression, hiver, la totale en plus, à comment t'es passé de tout ça à ce que tu fais aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que t'as mis en place, du moins, comment t'as su que ça allait être une passion, les fleurs, J'en avais aucune idée. comment t'as découvert en tout cas, parce qu'il y a des gens qui savent pas et qui pensent que les passions, tu nais avec, tu vois, mais là du coup tu t'es découvert une passion, donc comment tu l'as découvert? En vrai, moi j'ai toujours aimé les fleurs de toute façon, j'ai grandi dans une famille très privilégiée où du coup on peut s'offrir des fleurs parce que les fleurs c'est grave un luxe qu'on s'offre
parce que ça coûte cher et que on n'est pas tous on n'a pas tous les moyens de s'en offrir toutes les semaines, quoi. Donc moi, ma mère, je sais que elle a acheté beaucoup de fleurs, qu'on avait toujours des fleurs à la maison. Donc c'est un truc dans lequel j'ai un peu baigné aussi. Et du coup, ouais, je sais pas, non, c'était plus le beau. J'aime bien le beau, en fait. J'aime bien travailler avec mes mains. Ok. J'aime bien faire des trucs manuels. Ok. Et du coup, je sais pas, je me suis toujours dit, je vais faire un métier dans ma vie. Et je sais pas encore. Qui allie tout ça, qui allie manuel. Non, je sais pas. Je me dis, je vais faire un métier, je sais pas encore légal. À 40-50 ans, je me reconvertis, je suis fleuriste. Ok, donc en gros, c'était, tu peux être dans le cinéma, make-up artist, je sais pas, avocat, mais quoi qu'il arrive, 50 ans, c'était fleuriste. Ouais. Ok. Mais là, t'as pas 50 ans. Non. En fait, c'est juste que du coup, j'ai quitté cette école-là de senior. Ok. Je suis rentrée à Paris, j'étais complètement déprimée, je savais pas quoi faire de ma vie. Et pendant 5 mois, j'étais dans un néant où je savais pas quoi faire. Et je savais que de toute façon, à 40-50 ans, j'allais être fleuriste. Ok. Et je me suis dit, là, j'ai rien à faire. Autant avancer le projet. Bah ouais. Ok. Et en fait, j'ai rencontré une ancienne pote. Ok. Amie d'enfance. Amie d'enfance, Yali, en soirée. Et donc, ça faisait, je sais pas, peut-être 5 ans, 6 ans qu'on s'était pas vus. Et je lui demande ce qu'elle fait dans la vie et tout. Et elle me dit, je suis fleuriste quand je commence mon CAP, là, en septembre. Et je lui dis, mais moi, c'est le rêve de ma vie de faire ça. Ça sort d'où, toi? À quel moment? Et elle me dit, viens avec moi. Ok. Et je lui dis, ouais. Et du coup, 2 jours après, j'ai appelé l'école, ce qui est une école de fleuriste à Paris. Je sais pas. Voilà, maintenant tu le sais, vous le savez. Il y a une école dans le 20e. J'ai appelé une école, il y avait de la place, je pouvais m'inscrire pour faire un CAP, parce que c'est un CAP du coup en 1 an quand on a le bac. Ok. Et je me suis dit, let's go, je fais ça l'année prochaine. Et il fallait que je me trouve du coup une alternance, parce que c'est un CAP en alternance, donc t'es apprenti dans une entreprise. Et du coup, il y avait pas cet effet scolaire que tu fuyais des années? Ça me faisait un peu peur, sauf que en fait, je crois que le côté apprentissage, ça a été un bon compromis pour moi, dans le sens où je suis 3 semaines en entreprise, 1 semaine à l'école. Ok. Donc ça va. Il y a pas. C'est gérable. C'est gérable à fond. Émotionnellement gérable. Ouais, complètement. Parce qu'une fois que la semaine elle est finie, une fois que la semaine elle est finie, c'est bon. Et puis j'ai 3 semaines si j'ai des notes ou des devoirs ou des je sais pas quoi. J'ai 3 semaines pour m'en occuper. Ok. J'ai 3 semaines où j'apprends mon métier. Et j'ai l'impression du coup que ça a du sens. En fait, c'est plutôt ça. J'étais dans un truc de sens de. Je suis à l'école, je suis assise derrière un bureau. Je regarde un tableau, je sais pas, je sais pas apprendre un truc, il y a pas de sens pour moi. Moi, j'ai besoin de toucher, j'ai besoin d'être sur le terrain, tu vois. Donc là, 3 semaines sur le terrain, pour moi, c'était parfait. Du coup, t'as fini en 1 an? J'ai fait ça en 1 an. Il y a possibilité de faire ça en 3 ans. Ok, si t'as pas le bac? Si t'as pas le bac, c'est 2 ans, le CAP. Okay. Si t'as le bac, c'est 1 an. Et ensuite, après le CAP, t'as le BP. Brevet professionnel, et ça, c'est en 2 ans. Et ça, tu l'as fait? Ça, je l'ai pas fait parce que, moi, c'était déjà trop pour moi. Ok. J'ai fait vraiment le strict minimum. Et une fois que t'as fini, du coup, ton CAP fleuriste, qu'est-ce que t'as fait? Je me suis mis direct en freelance. Ok. Ce qui est très tôt. Oui. Tout le monde a commencé, tout le monde dans ma classe a fait le brevet professionnel. Moi, je me suis arrêtée, j'ai fait freelance directement, et j'ai commencé à travailler dans d'autres entreprises. En fait, pareil, c'est encore un truc de j'ai besoin d'être sur le terrain et j'ai besoin d'apprendre comme ça. Donc, travailler dans différentes entreprises, comprendre les différentes techniques, les différentes méthodes de travail, les différentes organisations, gérer une entreprise, gérer des employés, etc. Chaque entreprise a leur façon de faire et j'avais besoin d'apprendre tout ça. Et c'était ma façon d'apprendre. Et du coup, aujourd'hui, tu as ton atelier. Ouais.
Donc, est-ce que déjà, juste dans la création de cet atelier Ça s'appelle la mouette. pourquoi? C'est un oiseau, La pas des fleurs. Oui. En vrai, j'arrive toujours pas à l'expliquer. La mouette, c'est Tchekhov. Tu connais Tchekhov? Réponds oui ou non. Ah, ça me dit quelque chose. Tchekhov, non. c'est un metteur en scène du 19e siècle, Ok. russe. Oui, j'imagine. Qui a écrit des pièces de théâtre magnifiques. Enfin, moi, c'est mon préféré, en tout cas. Parce que, du coup, j'ai fait beaucoup de théâtre. 12 ans. Oui, c'est beaucoup. De théâtre. Et du coup, il y a eu des pièces que j'ai vues. Et, Il y a une pièce qui s'appelle La Mouette. Cette pièce-là de Tchekhov, La Mouette, c'est quelque chose qui m'a parlé énormément. Et c'est une ambiance particulière. C'est très simple. Hein. Tout le monde dit qu'il se passe absolument rien dans la pièce, que c'est plat. C'est plat, qu'on s'ennuie. Moi, j'adore parce que en fait, c'est l'ambiance qui me fascine. C'est une famille d'intellectuels qui passent leur journée à parler philosophie, livres, qui jouent aux cartes et qui je sais pas quoi et qui ont des conversations hyper chouettes. C'est des artistes et tout. Et ils sont en vacances dans leur maison de campagne au bord d'un lac. Enfin, je sais pas, pour moi c'est le paradis. Un peu farniente. Quoi? Tu vois, l'ambiance un peu farniente? Non. Farniente, ça veut dire, en italien, ça veut dire ne rien faire. Ok. Voilà, c'est juste... Ambiance chill. Épouse. Voilà. Ok. Et du coup, c'est une pièce aussi très romantique. Voilà, je voulais englober tout ça. Et ça a donné La Mouette. Un style très romantique, très délicat et à la fois assez simple. Moi, je sais pas vraiment comment dire, mais juste c'est ça ça m'a parlé, quoi. Ok. Et du coup, aujourd'hui, ça veut dire que tu travailles à ton compte? Oui. Dans ton atelier? Oui. Qui est où? Il est chez moi. Ok, dans ta maison. Et est-ce que c'est quelque chose que tu fais aussi pour l'argent? Ou c'est vraiment là, t'es vraiment passionnée, épanouie, ça en suit? C'est la première fois. J'ai fait beaucoup de choses, du coup, dans dans ma beaucoup là. Vie. C'est la première fois que je me sens légitime de faire quelque chose qui me plaît. Wow. C'est la première fois où je me dis, là, je suis à ma place. Et là, je suis douée dans ce que je fais. Ouais. Parce que je me suis toujours dit, j'adore ce que je fais. Je me suis jamais dit, je suis douée dans ce que je fais. Et je trouve que c'est hyper important d'avoir aussi de la reconnaissance pour soi-même. Et de dire, en fait, oui, là, je suis au top, en fait. Là, j'ai d'être ça. Là, c'est génial ce que je suis en train de faire. Ok. Et genre, tout le monde doit savoir que savoir que je suis incroyable là, dans ce que je fais, tu vois. Et juste, ouais, j'adore ce que je fais. Et du coup, je suis fière de moi et je suis contente et je me sens légitime d'être là. Et ça, c'est un plaisir, quoi. De pas avoir de doute en fait, que là, c'est ma place, quoi. Et du coup, on nous a posé une question. Ouais. En tant que fleuriste, est-ce que les fleurs ont une signification? Alors, les fleurs, elles ont certaines significations. Ça dépend lesquelles. Par exemple, tu te rappelles le poème de Victor Hugo, Demain dès l'aube, là? Ouais. Là, les fleurs, le tilleul, tout ça, là, ça, c'est pour les morts, ça. T'as dit quoi? Demain dès l'aube, alors que je la campagne, blablabla. Les ouverts et les bruyères en fleurs. Mais t'es fleuriste. Oui, mais c'est pas forcément un truc c'est pas un truc funéraire. Ok, bah, lui, il a rien compris. Mais c'est très bien, c'est très bien. Ok. Mais du coup, la question exacte, c'était est-ce que on peut déterminer une personnalité en fonction de la fleur favorite d'une personne? Moi, j'adore faire ça. Ok, vas-y, si je te dis ma fleur préférée, c'est le tournesol. T'es pas très original. Mais t'as voulu faire un petit effort. Non, mais t'as pas dit la rose. Mais c'est pas ma fleur, hein. Je donne un exemple. Après, je vais dire ma vraie fleur, si tu me critiques, tu vas voir. Mais je sais pas, mais enfin, simple, tu vois, t'es quelqu'un de solaire, quoi, tu vois. Ouais. Ok. Moi, une de mes fleurs préférées, c'est... Parce que moi, en fait, de base, moi, je suis même pas très fleur, je suis très plante. Ouais. De base, j'aimerais bien les plantes et tout. Ouais. Faire pousser des trucs. Mais je dirais, ce serait les orchidées. Ouais. J'aime beaucoup.
Et juste, en soi, les bouquets, mais il y a plein de fleurs différentes. Juste, elles respectent un petit thème couleur. Bah, c'est un bouquet, quoi. Mais les orchidées, du coup. Les orchidées, c'est très classique. Mais c'est un côté très... les orchidées, il faut en prendre soin, tu vois. Ouais. C'est un truc... c'est dur à entretenir. Et du coup, ouais, il faut être assez... comment on dit? Minutieux. Il faut être très minutieux, il faut être assez passionné par sa plante, quoi. C'est Mm. vraiment, genre, je sais pas, je vois les fans d'orchidées, je les vois vraiment comme des... Genre, c'est son petit trésor, tu vois, son Ouais. orchidée, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Et toi, c'est quoi ta fleur préférée? C'est hyper dur. Bon, une de tes fleurs préférées. Je sais pas. Ça dépend les saisons. En fait, à chaque saison. Bah là, on est au printemps. On est au printemps, bientôt, ça va être la saison de la pivoine. Ok. Et t'aimes bien les pivoines? Pivoine, Moi, ça te va bien, pivoine. Genre, et puis ouais, c'est très beau. Après, c'est pas très original non plus. Genre, tout le monde adore les pivoines. Mais ça fait très champêtre. je me la suis tatouée. Ah oui. J'ai un tatouage de pivoine. Oui, donc c'est un peu plus que juste tu l'aimes bien, quoi. T'aimes vraiment bien les pivoines. Oui, c'est vrai. Mais j'aime plein d'autres fleurs. C'est hyper dur en tant que fleuriste d'avoir une fleur préférée. C'est le comble. Et du coup, est-ce qu'aujourd'hui, parce que là, pour l'instant, ton atelier, il est à la maison. Oui. Mais est-ce que t'as un projet d'ouverture ou ça te convient d'être à la maison? Je suis sur un projet d'ouverture pour l'année prochaine. Ok. 2025? Un peu avant septembre, octobre 2024. Ok. À Marseille. Oh, ta petite boutique. Ok. Avec mon amoureux, Oh. qui est fleuriste aussi. On s'est rencontrés à l'école des fleurs. Comme quoi? Comme quoi. Voilà. Je trouve ça un peu romantique quand même. C'est très romantique. Ça a percé sur TikTok. Ah, mais du coup, ah ouais? Mais du coup, c'est pas, il doit pas stresser quand il doit t'offrir un bouquet de fleurs, genre? On s'est tout le temps des fleurs. Pour tout et pour rien. Tout le temps. Oh, c'était trop génial. C'est génial. Ok. Et du coup, on travaille ensemble, là, depuis 2 ans. Et on va ouvrir une boutique, du coup, enfin, c'est le projet en septembre prochain, normalement. C'est le but, à Marseille. Ok, trop bien. Et du coup, là, si tu pouvais donner 3 conseils, ou du moins 3 choses qui, toi, t'ont aidé, que ce soit juste sur le parcours professionnel ou peut-être pour un aspect plus précis, bah, s'ils veulent devenir fleuriste, si vous voulez devenir fleuriste, ou si juste, bah, c'est des personnes qui ont fait des phobies scolaires, ou des phobies même au travail, qui sont perdues, ou qui ont été un jour dans leur vie dans la même situation que toi. Si tu pouvais leur donner 3 conseils, parce que là, elles sont en mode, je suis au bout du rouleau, j'aime rien, il faut déclarer les impôts, il n'y a pas d'impôts, que dalle. C'est genre là, l'hiver, c'est tous les jours dans leur vie. Là. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? 3 conseils. Moi, je sais pas. Qui ont fonctionné pour toi, hein, pas juste... Parce que moi, ce qui a fonctionné le plus pour moi, c'est d'être bien entourée. Ok. Donc l'entourage, ça compte. Pour moi, c'est le truc le plus important. Enfin, c'est, en tout cas, la chose... Enfin, c'est... Mes amis, c'est les personnes qui m'ont le plus soutenue, en tout cas, qui m'ont le plus aidée à traverser des mauvaises passes. Après, forcément, bah, si ça va vraiment pas... bah, je vais évidemment conseiller d'aller voir un psy, tu vois, mais c'est parce que ça aide tout le monde, et pour moi, c'est nécessaire. Mais il y a vraiment cet aspect de, imagine, là, je viens de faire des études bah, que je me suis rendu compte que j'aimais pas. Ouais, en fait, c'est ça, le truc, c'est qu'en fait... Comment rebondir, en fait? On peut se planter. Ok. C'est la peur... Ouais, c'est ça. Tu t'en as parlé, la peur de l'échec. C'est quelque chose qui paralyse à fond. Faut pas en avoir peur, dans le sens où, en fait, on est vivant, on est là pour apprendre et se nourrir de choses qui nous plaisent ou non. Et en tout cas, on apprend à savoir si ça nous plaît ou pas. En fait, il faut qu'on essaye. Et c'est hyper important d'essayer. Si ça marche pas, c'est pas grave. En fait, de toute façon, on en sort encore plus grandi, encore plus nourri, parce qu'on a appris des choses. Et apprendre des choses, je pense qu'il y a rien de plus beau dans la vie, en fait. Je sais pas, moi, c'est un truc qui me fascine. Ouais, je sais pas. Il y a tellement de choses à apprendre que... ouais, apprenez, trompez-vous, recommencez, faites autre chose. Enfin, je sais pas, moi, ma vie, elle est comme ça, quoi. J'ai essayé 1000 trucs, j'ai raté 1000 trucs, j'ai fait je sais pas combien de grosses dépressions où je savais pas quoi faire, où j'étais perdue, etc. Ça se trouve, là, je vais faire ça, je vais faire les fleurs, je suis hyper contente, je suis ravie.
Je vais faire ça à 5 ans et dans 5 ans, bah, je vais avoir envie de faire autre chose et c'est Ouais. OK. Ok. Genre, je serais trop contente parce que bah, j'aurais eu une super expérience dans ça. Bah, j'aurais envie d'autre chose et c'est OK et ce sera trop bien. J'ai hâte, en fait. Ok. J'ai hâte de C'est bien. faire plein d'autres trucs. Ok. Et du coup, pour toutes les personnes qui nous regardent, où est-ce qu'on peut retrouver ton travail? Alors, mon travail, c'est sur Instagram pour l'instant. J'ai pas encore de site internet. Ça s'appelle La Mouette Fleur, comme l'oiseau avec fleur. On peut me faire des commandes en DM. Tout est expliqué sur mon site, enfin, pardon, sur mon compte. C'est que des fleurs de saison, ce qui est très important pour moi. C'est comme les légumes. Ok, non, mais vraiment, hein. C'est comme c'est comme les fruits et légumes. Genre, on mange les fruits et légumes de saison, et bah les fleurs, c'est pareil. On consomme bien, on consomme mieux. C'est très important. Voilà, Mais à toutes les saisons. voilà. Très Bah, bien. les fraises, c'est en hiver. Non, les fraises, c'est en été. Et les roses, c'est en été aussi. Arrêtez ne de consomme- commander des roses. Arrêtez de en commander décembre. des roses en décembre et en février. C'est n'importe quoi. Ok. Vu que les roses, les fraises, des choses d'été, mais que la Saint-Valentin, c'est en février, et tout le monde offre des roses à la Saint-Valentin, ce qui n'est pas bien, ce qui n'est pas correct, selon toi, selon la saison, C'est pas la saison, du coup, elles sont importées de pays étrangers, très loin. de très loin. Ouais. Donc, du coup, quelles fleurs on pourrait offrir qui soient aussi romantiques, dans les tons un peu love, amour, pour remplacer les roses? Alors, déjà, juste le fait d'offrir un bouquet de fleurs, c'est romantique. C'est vrai. D'accord? Oui. Moi, je suis d'avis en plus que les roses rouges, c'est quelque chose de très classique et pas forcément... Enfin, ça sort pas de l'ordinaire, quoi. Mhm. C'est un avis personnel. Mhm. De saison, il y a des fleurs super belles, il y a des anémones, il y a des renoncules, il y a des pavots, il y a des violettes. Enfin, c'est... Février commence à avoir des belles fleurs, ça commence, quoi. C'est la saison du mimosa. Si on veut rester dans les teintes rouges, toutes ces fleurs-là, elles existent en rouge ou en rose. On peut faire un très beau Truc, un bouquet petit comme ça. bouquet et tout. Moi, c'est des choses que je propose personnellement dans mon atelier. Tous les ans, je fais des commandes de Saint-Valentin avec que des fleurs de saison et je fais en sorte que le bouquet soit quand même très romantique, avec un bel emballage, etc. Je fais des emballages que en tissu, parce que c'est des trucs qu'on peut recycler, c'est que des chutes de tissu recyclées. Donc l'emballage va aussi avec le cadeau. Rouge, rose, avec du beau tissu, etc., de la soie et tout. Enfin, je fais en sorte que ce soit un beau cadeau et qu'on reste dans le thème romantique. Donc, c'est totalement possible. Au revoir. Peut-être à bientôt si vous avez besoin de conseils, de questions sur les fleurs. Je serai ravie. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Bisous. Bye. Just in town, you say, open the door to your heart, make I enter. I'll make you brand new if you open the door to your heart, make I enter. I've been knocking at the door to your heart like coco di coco di coco.